Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Très heureux que Cannes Université nous ait donné l'opportunité de parler aujourd'hui de poésie. Alors, cette poésie qui, pour les amateurs, est qualifiée de romantique, d'élégiaque, de lyrique, d'amoureuse quelquefois, et pour ses détracteurs, de scolaire, d'ennuyeuse, de triste, de soporifique quelquefois, j'aimerais vous montrer qu'elle n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, et que de nombreux auteurs ont su utiliser la construction poétique et l'expression poétique tout simplement dans un but humoristique, vouloir traduire leurs impressions humoristiques ou vouloir attaquer l'un ou l'autre, des gens ou des temps, par l'expression humoristique en utilisant la poésie. Les, les héritages que nous avons eus de cette poésie humoristique sont nombreux, vous allez le voir, et quelquefois ce sont de vrais petits bijoux. Je vous en donnerai pour exemple simplement, pour commencer cet exposé, qu'un texte du XVIIIe siècle. Alors le XVIIIe siècle, c'est la période de l'explosion des premières valeurs humaines, sociales, c'est le siècle des Lumières. Et parallèlement à ça, c'est aussi le siècle du grand libertinage, affiché, revendiqué. Et au milieu de cet ensemble de renouveau, si l'on peut dire, se trouvent quelques auteurs assez gratinés, je dois dire, dont par exemple Charles de Laténian. Charles de Laténian est un abbé, un ecclésiastique de ce temps, et comme beaucoup d'abbés et d'ecclésiastiques du temps, c'était aussi un libertin, un auteur grivois, qui passait, il faut le dire, beaucoup plus de temps sur les tables des cabarets qu'au sommet de sa chaire pour haranguer ses concitoyens. C'était un homme qui passait du temps sur les tables et souvent aussi ça se finissait sous les tables de cabaret. Et ce Charles de Laténian, l'abbé de Laténian, comme on l'appelait, a écrit un certain nombre de textes tout à fait libertins et tout à fait grivois, et parmi eux, des textes tout à fait humoristiques, dont celui que je voudrais vous présenter aujourd'hui, que vous connaissez peut-être parce qu'il est assez célèbre, le mot et la chose. Madame, quel est votre mot? Et sur le mot et sur la chose. On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagnerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot, et sur le mot et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot, mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qui ne fait ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose. Et que pour le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot qu'on est déjà prêt à la chose. Madame,
mais quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot, bien peu connaisseur en la chose. Eh bien, voici mon dernier mot, et sur le mot, et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose. Voilà le genre de texte que l'on pouvait trouver à l'époque, et voilà un exemple de la poésie humoristique telle qu'on la comprenait au XVIIIe siècle. Alors, pour nous y retrouver un peu plus facilement dans la forêt des genres et des styles de poésie humoristique, j'ai essayé de classer celle-ci en 4 parties. Peut-être un peu artificiellement, vous verrez qu'à la fin, les genres se mélangent un petit peu. La poésie satirique, la poésie burlesque, la poésie comique de pure fantaisie, et enfin, je vous dirai quelques mots de la poésie loufoque. La poésie satirique, il s'agit là d'utiliser l'humour comme une critique des vices et du ridicule des hommes, ou bien une critique des us d'une époque. Boileau en fut un respectable et digne représentant. On connaît son assertion « Quittons donc pour jamais cette ville importune où l'honneur est en guerre avec la fortune, et quel homme si froid ne serait plein de bile à l'aspect odieux des mœurs de cette ville ?» Boileau donc en est un exemple. Autre exemple de satiriste très célèbre et connu, c'est Verlaine. Verlaine qui, dans ses poèmes saturniens, reprend la critique des bourgeois de son temps avec son célèbre Monsieur Prudhomme. Il est grave, il est maire et père de famille. Son faux col engloutit son oreille. Ses yeux, dans un rêve sans fin, flottent insoucieux, et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille. Que lui fait l'astre d'or? Que lui fait la charmille où l'oiseau chante à l'ombre? Et que lui font les cieux et les prés verts et les gazons silencieux? Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille avec Monsieur Machin, un jeune homme cossu. Il est juste milieu, botaniste et pansu. Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles, ces fainéants barbus mal peignés, il les a plus en horreur que son éternel coryza. Et le printemps, en fleurs, brille sur ses pantoufles. Voilà Monsieur Prudhomme de Verlaine, et il faut se souvenir, quand on lit ce poème, il faut se souvenir qu'on est là à l'époque des débuts aussi de la satire par le dessin, c'est-à-dire les débuts de la caricature, politique en particulier, et Daumier passera par là avec ses caricatures, entre autres, de Louis-Philippe Ampoire, qui sont très connues. Historiquement, la satire existe depuis la Grèce antique. En France, elle fut absente pendant tout le Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge, elle fut remplacée par les fabliaux. Alors, je ne parlerai pas des fabliaux parce que ce sont des farces qui s'apparentent plus au théâtre qu'à la poésie, donc c'est un petit peu en dehors de notre sujet. Mais donc, la poésie humoristique, la satire, renaît ensuite en France à partir du XVIe siècle. Alors, pour faire une satire, il faut obéir à un certain nombre de critères. Le ton, d'abord. Le ton est plus léger que le pamphlet. Le pamphlet, c'est un texte pas toujours poétique, très souvent pas poétique, mais plutôt politique, qui s'attaque, qui tue. Le texte d'un pamphlet, c'est une attaque en règle où il n'y a pas de limite. Le ton de la satire est nettement plus léger. Il y a toujours prédominance de la narration, il y a une histoire. Dans un poème satirique, il y a toujours très souvent une anecdote que l'on raconte. Chose très importante, la satire implique que ni l'auteur ni le lecteur ne font partie
de ce monde décrié. Tout est dépeint de l'extérieur. Nous sommes lecteurs ou auteurs, nous assistons à une scène et nous nous permettons de la critiquer. La satire s'attaque à tout ce qui peut révolter la conscience. Ça s'attaque à tout ce qui peut blesser le goût dans les domaines social, politique ou religieux. Mais comme chacun met son niveau à son niveau de valeur et de conscience politique, sociale ou religieuse, cela veut dire qu'il existe autant de cibles que d'archers, selon les goûts et les tendances de chaque auteur. Victor Hugo, le grand Victor Hugo, se fit le chantre, lui, de la poésie satirique, lyrique. C'est Hugo, c'est lyrique. Lançant des flèches acérées contre tous les pouvoirs et surtout, bien sûr, vous vous en doutez, contre le pouvoir de Napoléon III, son ennemi. Et Hugo abandonne très souvent la légèreté pour l'attaque en règle et laisse dans ces conditions une très mince cloison entre la satire et le pamphlet. Par exemple, on connaît cette affirmation, quoi, après Auguste, Augustule, quoi, parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Ou bien ce texte, ce célèbre texte où le poète s'adresse aux abeilles brodées sur le manteau de l'empereur. L'abeille était le symbole du Premier Empire. Cela avait été repris par Napoléon III au Second Empire. Et Hugo, dans son texte « Le manteau impérial », demande aux abeilles brodées sur le manteau de punir le tyran. Ô vous, dont le travail est joie, vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums, souffle du ciel, vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui dérobez aux fleurs l'ambre pour donner aux hommes le miel, chaste buveuse de rosée, qui, pareilles à l'épouser, visitez le lys du coteau, ô sœur des corolles vermeilles, fille de la lumière, abeille, envolez-vous de ce manteau. Ruez-vous sur l'homme, guerrière, ô généreuses ouvrières, vous le devoir, vous la vertu, aile d'or de flèches et de flammes, tourbillonnez sur cet infâme, dites-lui, pour qui nous prends-tu? Maudit, nous sommes les abeilles, des chalets ombragés de treilles, notre ruche orne le fronton. Nous volons dans l'azur éclose, sur la bouche ouverte des roses et sur les lèvres de Platon. Ce qui sort de la fange y rentre. Va trouver Tibère en son antre et Charles IX sur son balcon. Va, sur la pourpre, il faut qu'on mette non les abeilles de l'hymette, mais les seins noirs de Montfaucon. Et percez-le toutes ensemble, faites honte au peuple qui tremble, aveuglez l'immonde trompeur, acharnez-vous sur lui, farouche, et qu'il soit chassé par les mouches, puisque les hommes en ont peur. Voilà tout le style de Victor Hugo dans son attaque satirique, bien proche du pamphlet, redisons-le, contre Napoléon III. Il faut remarquer une chose, c'est que la satire personnelle pourrait de nos jours, aujourd'hui, s'appeler diffamation, quand le nom ou le signalement de la personne décriée apparaît trop clairement et pourrait éventuellement tomber sous le coup de la loi. À l'époque contemporaine, d'ailleurs, le genre est un peu daté. Le genre satirique est plutôt réservé au théâtre, aux nouvelles et surtout repris par la presse satirique,
Mais pourtant, d'autres auteurs, certains auteurs contemporains s'y sont encore essayés. Et je voudrais vous en donner deux exemples. Le premier avec un texte de Guillaume Rioux, qui est un poète de notre temps. Alors, comme Verlaine ridiculisait les bourgeois de son temps, dans ce texte intitulé Zoo Bling Bling, vous voyez un petit peu, bon, très bien, dans ce texte, Guillaume Rioux s'attaque aux bourgeois du sien, de son époque, avec cette description d'un réveillon de jour de l'an à Megève, et j'espère que personne ne se sentira visé. Les flambeaux descendus percent la brume albuginée. Entrez, entrez donc au luxueux zoo de Megève. Venez rire ou pleurer au spectacle des pavés de la station d'apparat. Au programme du Nouvel An, lâcher de pingouins fortunés sous le sapin Swarovski, peinant à tenir la verticale sur leurs frêles pattes cirées, balai de bêtes à fourrure, irisées de gris blond, aussi laides que féroces, tenues en laisse d'argent, défilé de bonobos à la mèche gominée, puceaux en chaleur pressés par la trotteuse Rolex, les cris des mafieux de tout pays enroués de vin chaud s'entrechoquent aux angles gelés du bourg. Ne manquez pas cette nuit boloréale, car au lendemain, le convoi charbonneux des polluants carrosses à bestiaux laissera pour mort le village sans âme. C'est assez acéré, c'est assez équivalent à ce que l'on entendait il y a un siècle ou deux sur les us du temps. Autre texte autre exemple de satire contemporaine, un texte de Laurent Nitor qui, lui, s'attaque non plus aux gens, mais aux habitudes alimentaires de notre époque, avec ce texte qu'il a intitulé « Massacre ». J'aime le veau pour sa tête et son foie, le cochon pour son pied, le bœuf pour sa côte, le poulet pour son aile et sa cuisse, l'agneau pour son gigot, le lièvre pour son pâté, le chevreuil pour son civet, le dindonneau pour son rôti, le saumon pour son pavé, la morue pour sa brandade, la grenouille pour ses cuisses, le cendre pour son filet. J'aime aussi le veau quand il est marengo, le bœuf quand il est bourguignon, la pintade quand elle est au four et le lapin quand il est chasseur. J'aime les sardines à l'huile, le thon en boîte, les crevettes en bouquet, la sèche à la planche, les moules marinières, les écrevisses à la nage, l'anguille en matelote, le hareng pomme à l'huile, le merlan frit et le homard thermidor. J'aime les animaux de pêche, de chasse, d'élevage et d'abattage, qu'on assomme, qu'on étripe, qu'on égorge et qu'on débite, les animaux de table, de bouche, d'assiette et de chiottes. Voilà donc un deuxième exemple de la satire de notre époque pour vous montrer qu'il existe encore quelques auteurs qui s'y adonnent. Alors, il existe une version courte de la satire, c'est ce que l'on appelle l'épigramme. L'épigramme est souvent uniquement un quatrain, 4 vers, et toujours composé de 2 parties. Une première partie qui est l'exposition du sujet, qui doit être simple, claire, rejetant toute digression superflue. On doit vite comprendre de quoi l'on parle. Et puis la dernière partie, qui est souvent le dernier vers, qui est la pointe, la pensée, le sel de l'épigramme, qui doit être la flèche qui touche au but, qui touche le lecteur. À l'origine, dans la Grèce antique, l'épigramme se confond avec les épitaphes.
c'est à l'origine une inscription sur les tombes. Et puis, progressivement, au IVe siècle avant Jésus-Christ, cela devient une pièce poétique indépendante, courte, à visée satirique, sur un sujet quelconque, mais très souvent sur un sujet érotique. Nous sont parvenus jusqu'à nous de très nombreux exemples d'épigrammes antiques par un document que l'on appelle l'anthologie grecque. L'anthologie grecque est un manuscrit byzantin daté de 940 après Jésus-Christ, mais qui collecte des textes beaucoup plus anciens. Et c'est un très important florilège de ce genre d'épigrammes antiques. Alors, je vous en donnerai deux courts exemples, traduits bien sûr. Je ne me permettrai pas de vous le dire en grec ancien, ça me serait bien difficile. Donc, je vais vous donner les traductions françaises, je vais vous en donner deux. Le premier qui est d'un certain Julien d'Égypte qui disait « Souvent je l'ai chanté, et du fond de ma tombe je le crierai, buvez, avant que vous ne soyez comme moi, un peu dépoussiérés. » Ou bien cet autre d'un certain Philodème qui écrivait, et je lui laisse la responsabilité de ses dires, qui écrivait ceci. Nul, cher Charidémos, n'éprouve en vérité de joie à caresser sa femme tout au long de sa vie. La nature aime à être excitée et à changer de peau. C'est loin de la maison qu'il faut chercher les plus belles liaisons. Je ne me sens pas du tout concerné par ces affirmations. On va laisser ça à Philodème. Alors, après les Grecs, les Latins ont pris la suite, surtout Catulle, ou bien le poète espagnol Martial, qui en a laissé 13 livres d'épigrammes, mais 13 livres souvent remplis d'obscénités. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même avait une opinion assez partagée sur la qualité moyenne de ses écrits, puisqu'il mettait en avant-propos de ses livres « Je t'offre, ami lecteur, au livre que voici, du bon, du médiocre et du mauvais aussi. Tu riras de l'aveu, n'importe. Hé, quel livre est fait d'autre sorte ?» Alors, nous avons dit que la forme satirique et l'épigramme, de la même façon, disparaissent un petit peu au Moyen-Âge et réapparaissent à la Renaissance. Et Clément Marot, en particulier, en était tout à fait friand de ce genre d'écriture et de forme. Vous connaissez sans doute ce quatrain de Clément Marot, « Amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sur tous les dieux. Oh, si je pouvais deux fois naître, comme je te servirais mieux. » L'épigramme, à partir du XVIe siècle et jusqu'à l'époque contemporaine, se spécialise ensuite dans les mots d'esprit. Mots d'esprit de l'auteur qui règle souvent par là quelques comptes avec ses ennemis. Et je vous en donnerai comme exemple cet épigramme écrit par Voltaire sur son ennemi intime Fréron. Alors ce Fréron était un critique littéraire du XVIIIe siècle qui s'était beaucoup attaqué à Voltaire. Il trouvait, disait-il, que Voltaire était sublime dans quelques-uns de ses écrits, et rampant dans toutes ses actions. Voltaire lui rendait bien l'appareil, en avait fait un personnage odieux dans une de ses pièces et avait transformé le titre de la revue littéraire que dirigeait Fréron et qui s'appelait l'Année littéraire. Voltaire l'avait transformé en l'âne littéraire. Et donc un jour, Voltaire, saturé par les critiques de Fréron, écrivit cet épigramme. L'autre jour, au fond du vallon, un serpent piqua Jean Fréron.
Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Voilà pour Voltaire. Nettement plus sympathique, proche de nous, l'adresse de Jean Cocteau à son ami Jean Marais. Ah, Jeannot, je chante pour t'avoir le même demain, car la vie a l'air trop méchante sans la caresse de ta main. C'est pas du tout le même ton, hein? Et puis, cet autre exemple en poésie contemporaine, en épigramme contemporain, ce texte de Daniel Conflans que je laisse à votre appréciation. Si tu franchis le Rubicon, toi, l'éternel velléitaire, interdis-toi la marche arrière, car tu passerais pour un con. Voilà ce que nous pouvions dire rapidement sur la poésie satirique et sur l'épigramme en particulier. Abordons à présent un autre chapitre avec la poésie burlesque. La poésie burlesque, c'est le royaume de la parodie. Il s'agit d'un genre qui consiste à parodier un sujet grave, un sujet noble, par des termes comiques, familiers ou bien vulgaires. Le burlesque arrive en France au XVIIe siècle, et au XVIIe siècle, c'est très souvent une dérision des romans épiques, des romans chevaleresques, qui sont des romans d'initiation, qui sont si appréciés à cette époque, à l'époque classique, et je vous en donnerai tout à l'heure quelques exemples. Il faut dire dès à présent que pour les puristes, il y a une distinction à faire. Une distinction à faire entre le burlesque et l'héroïque comique. Alors, le burlesque traite, je vous l'ai dit, un sujet noble dans un style bas et familier. Par contre, l'héroïque comique, c'est le contraire, va évoquer un sujet vulgaire dans un style élevé. Bon, je crois qu'on va laisser la distinction aux puristes parce qu'il faut reconnaître que de nombreux auteurs ont confondu les deux genres. Et on parle actuellement de poésie burlesque en englobant la poésie héroïque-comique. Le burlesque contient aussi une notion d'absurde. L'absurde, nous en parlerons tout à l'heure, la poésie absurde, mais il y a dans le burlesque d'ores et déjà une notion d'absurde, le sentiment de l'auteur de vivre dans un monde qu'il ne comprend pas. Le but de la poésie burlesque est de désarmer la critique. Il est bien certain qu'à partir du moment où un auteur va s'attaquer à des sujets extrêmement hauts en considération, extrêmement nobles, la critique va se déchaîner. Et donc la poésie doit être assez pointue pour ridiculiser la critique en la faisant pouffer de rire et donc en l'annihilant par la même. Les Italiens sont considérés comme les créateurs de ce genre burlesque et je vous l'ai dit, le style arrive en France au XVIIe siècle, précisément en 1649, avec la parution d'une Passion de Notre Seigneur en vers burlesque qui eut un grand succès à l'époque, grand succès sous le manteau, hein, parce qu'il ne fallait tout de même pas trop ridiculiser la religion. Et puis, le genre fut repris en premier lieu de manière assez importante par un auteur très connu de l'époque qui s'appelle Paul Scarron. Ensuite, le genre sera repris par de très nombreux auteurs classiques, Boileau, Molière, même Racine, s'y amusèrent assez souvent. Paul Scarron était un auteur très apprécié des salons de son époque et qui écrivait énormément, très prolixe. Et ce Paul Scarron eut la particularité
très âgé, déjà très âgé, malade, mal conformé, tordu, près de la fin, dirait-on, d'épouser une très jeune et très jolie femme que vous connaissez, Françoise d'Aubigné. Vous la connaissez, Françoise d'Aubigné, parce qu'après son veuvage, elle deviendra Madame de Maintenon et elle finira en épouse morganatique de Louis XIV. Et donc, Paul Scarron reprit dans le style burlesque l'Énéide de Virgile, qui était très courue au XVIIe siècle. Et cette reprise burlesque de l'Énéide de Virgile lui attira beaucoup de succès. Alors, l'Énéide de Virgile, je resituerai très vite, c'est la fuite d'Énée après la guerre de Troie. Énée et ses compagnons fuient la ville de Troie en feu et cherchent un asile quelque part en Méditerranée. Et au cours de leurs nombreuses étapes, ils arrivent à un certain moment à Carthage et se réfugient chez la reine Didon. Énée va assez rapidement devenir l'amant de Didon, mais au bout d'un certain temps, Énée considère que ce n'est pas là son but et qu'il lui faut reprendre ses périples et ses pérégrinations pour trouver autre chose. Et il veut partir, il veut quitter Didon et partir de Carthage. Et Paul Scarron imagine le discours que Didon, qui ne veut pas qu'Énée parte, le discours que Didon tient à Énée au moment où celui-ci lui annonce son départ. Enfin, ses yeux, elle darda sur Énée et le regarda depuis les pieds jusqu'à la tête, furieuse comme une tempête, et puis lui dit ces mêmes mots. « Ô, le plus vil des animaux, le plus dur et le plus sauvage, et qui fait tant de l'homme sage, tu n'es qu'un sot, tu n'es qu'un fat, tu n'es qu'un larron comme un rat, un coureur de franche lippée, et tes suivants, traîneurs d'épée, qui ne valent pas mieux que toi, ne seraient pas vivants sans moi. » Plus loin, elle lui dit, « Et que toi, qui fais tant du coq, ne fus jamais que fils d'un roc, et qu'une montagne est ta mère, que de telle mère et tel père, il ne peut sortir qu'un caillou. Non, je me trompe, c'est un loup. » Nous sommes bien là, nous sommes là bien loin, évidemment, du style élégiaque de Virgile. Alors Racine, par la suite, fut lui aussi, je vous l'ai dit, très amateur de burlesque. Et ce qui est amusant, c'est que Racine se fit prendre à son propre jeu par une poétesse de son époque qui s'appelait Antoinette des Houlières. Il y a deux Antoinette des Houlières, la mère et la fille. Là, il s'agit de la mère. Antoinette des Houlières qui avait assisté à une représentation de Phèdre, le drame de Racine, qui n'avait pas franchement apprécié la représentation et donc qui en avait fait une critique tout à fait personnelle. Alors, je voudrais pas... je voudrais simplement resituer un petit peu Phèdre. Si vous avez oublié, Phèdre est un sombre drame où Phèdre est amoureuse d'Hippolyte, qui est le fils de son mari, Thésée. Phèdre est l'épouse de Thésée. Elle pense que Thésée est mort. Elle fait la cour à son fils, sans aucun succès, parce qu'Hippolyte n'est pas intéressé du tout. Et puis le mari revient. Il n'était pas mort. Le revoilà revenir. Pour se sortir de cette histoire, on fait croire au mari que ce n'est pas Phèdre qui a voulu le tromper, mais que c'est Hippolyte qui a voulu séduire sa belle-mère. Tout ça finira très mal, bien évidemment. Et donc, voici la critique que fait Antoinette des Houlières au sortir d'une représentation de Phèdre. Dans un fauteuil doré, Phèdre, tremblante et blême, dit des vers où personne n'entend rien. Sa nourrice lui fait un sermon très chrétien
contre l'affreux dessein d'attenter sur soi-même. Hippolyte la hait, presque autant qu'elle l'aime. Rien ne change son cœur ni son chaste maintien. La nourrice l'accuse, elle s'en punit bien. Thésée a pour son fils une rigueur extrême. Une grosse Aricie, au teint rouge, au crin blond, n'est là que pour montrer deux énormes tétons que malgré sa froideur, Hippolyte idolâtre. Il meurt enfin, traîné par ses coursiers ingrats, et Phèdre, après avoir pris de la mort au rat, vient en se confessant mourir sur le théâtre. Ne voilà-t-il pas une analyse rondement menée, en quelques vers, réduire le célèbre drame de Racine? Actuellement, à notre époque, le burlesque ou l'héroïque comique, nous avons dit que nous dirons l'un pour l'autre, le burlesque est surtout présent dans le théâtre vivant, dans le stand-up, et après avoir fait les grandes heures du cinéma avec par exemple les Monty Python. Pourtant, quelques grands noms de la poésie contemporaine s'y sont encore frottés, comme par exemple Raymond Queneau ou bien Esther Granec. Ils nous ont gratifié de quelques belles pages. Je voudrais vous donner un exemple de chacun de ces auteurs, avec tout d'abord le poème de Raymond Queneau, C'est mon pot. C'est mon pot, c'est mon poème que je veux éditer. Ah, je l'ai, ah, je l'aime, mon popo, mon pommier. Oui, mon poème, c'est à propos d'un pommier, car je l'aime, mon pommier. Il donne des, il donne des poèmes, mon pommier. C'est pour ça que je l'aime, la popo, mon pommier. Je la sucre et j'y mets de la crème sur la popomme au pommier. Et ça vaut bien le poème que je vais éditer. Et c'est Raymond Queneau. Et en ce qui concerne Esther Granec, on change de style un petit peu avec ce que je pourrais appeler du burlesque historique, avec son poème T'es pas beau l'humain. Remontant, remontant donc les millénaires jusqu'au temps où, station debout, tu devins maître de la terre, depuis l'éléphant jusqu'au pou, tu te déclaras bien tourné, te sacrant Narcisse à jamais. Horreur. De quel œil te vois-tu, toi, mammifère mal fichu? Car pour te dire les choses en gros, t'es pas beau l'humain, t'es pas beau. Ta main, te devenant outil, qui soudain te différencie, étant quasi seul animal à marcher à la verticale, dès lors, balançant tes battoirs en un va-et-vient ridicule, tes bras te sont double pendule, marquant ton pas. Sans le vouloir, là, pour te dire les choses en gros, t'es pas beau l'humain, t'es pas beau. Dessous les voiles où tu enfermes les déserts de ton épiderme, tes crins en touffes et en bouquets, sortent de burlesques futés, poils clairsemés et poils touffus. Forêts, oasis incongrues où folichonnent tes attraits, te font paraître bien plus nu. Car pour te dire les choses en gros, t'es pas beau, humain, t'es pas beau. Car te comparant au félin, tu es livré et lui l'orphin. Le cheval a plus de noblesse en chaque patte, en chaque fesse que toi, déployant ton meilleur. Total aveugle à ta laideur, tu ris pourtant comme un petit fou en regardant les singes aux zoos. Vrai, pour te dire les choses en gros, t'es pas beau l'humain, t'es pas beau. Ô pesanteur, ô triste loi, ô traction du haut vers le bas, c'est perpendiculaire au sol
que ta colonne se détraque, te faisant vertèbre patraque, dès l'âge où tes chairs seront molles. Alors, vieille outre flasque et terne, panoplie de drapeaux en berne, bref, pour te dire les choses en gros, t'es pas beau l'humain, t'es pas beau. Voilà ce que peut dire Esther Granec sur l'évolution de l'homme. Autre style de burlesque contemporain, un style un petit peu à cheval entre le burlesque et la satire, un peu de burlesque satirique, avec un texte de Jacques Ibanez intitulé Cochon. Tout beau le cochon, tout beau, tout est beau dans le cochon. Ses yeux de cochon, sa trogne grognonne, ses oreilles en chapeau de chaperon, sa soie et sa queue, comment dit-on? Pas difficile le cochon, maraudeur d'épluchures, buveur d'eaux immondicielles, nettoyeur de cadavres, glandeur comme pas un. Cochon le cochon, la même peau que l'homme, les mêmes cochonneries, à se vautrer dans la gadoue, dans la paille, le fumier, comme un ant télévisé sur son canapé. Salaud le cochon, à refiler en douce le ténia, la trichine, et rancunier et méchant, pas aimable le cochon, quand vient l'heure de la saigne, à gueuler comme un indécent jusqu'à plus sang. Copain comme cochon, quand vient l'heure de partager les cochonailles, les tripailles, les saucisses, les saucissons, les pieds de cochon, les tours de cochon, tout bon le cochon, tout bon, tout est bon dans le cochon. Et puis un dernier texte, un avant-dernier texte burlesque que je voudrais vous présenter, avec Insecta. C'est un poème intitulé Insecta de Viviane Ciampi, qui est comment dire, une présentation des différents styles d'insectes dans un style humoristique que je voulais vous proposer. Alors, c'est un texte assez long, je vais vous en dire simplement quelques assertions. L'acarien. L'acarien vit dans les tapis, les oreillers, les matelas pourris. S'il a une vision du monde, la science le dira. La cigale, manière bizarre d'imposer la musique, émince la fourmi, franchement ça l'agace. Et la fourmi, on la connaît. Elle dit bande de fainéants à tout le monde et ça agace évidemment tout le monde. La tique se gave de sang mais n'a pas une conscience mercenaire. Le géomètre est un papillon de nuit qui n'est pas fichu de dire par cœur le théorème de Thalès. Le papillon du céleri est noir et jaune. Si en mangeant du céleri, vous en trouvez un rouge, c'est qu'il ne s'agit pas du papillon du céleri. La larve de cercope produit une mousse sur toutes les plantes, mais freine sur les cactus. La luciole, à cause du prix des piles, n'a pas d'autre issue que l'épargne. Les drosophiles sont des mouches à vinaigre, mais beaucoup d'entre elles s'adonnent au Beaujolais. La tipule est un insecte qui ne pique pas. Deux grandes ailes transparentes, des petits balanciers qui stabilisent leur vol derrière les ailes, des pattes fragiles. Ayant lu Baudelaire, a le complexe de l'albatros. Et enfin, l'éphémère a une vie très courte. Et sur ce, on termine. Voilà quelques exemples de ce texte de Viviane Ciampi. Alors, la poésie contemporaine aboutit très souvent, si on la suit historiquement, à la poésie que l'on appelle expérimentale. Poésie expérimentale qui garde dans le burlesque les caractéristiques de son style. C'est-à-dire qu'en poésie expérimentale, le sens est absent à la lecture, la liberté est totale en ce qui concerne le nombre de pieds des vers, en ce qui concerne la construction, on est libre en tout.
présence ou absence de rime. C'est une vision où le sens du texte vient bien après la forme. Le sens, je vous l'ai dit, est totalement absent à la lecture d'un texte de poésie expérimentale, puisqu'il faut l'appeler ainsi, contemporaine. Je vous en donne un petit exemple et je vous laisserai le méditer. Un texte de Raymond de Vernet, Baillé. Le matin s'enrhume, il craint le gel. Page rose où j'écris mes vœux, la souris grince. Bruit d'une Mercedes géniarde sur le sel, effroi, je n'aime pas, mais ma vaisselle coince. Le liquide enfariné s'éreinte sur mes doigts, un rire fend la sphère, il teste le silence. Mes comptes, savoir vite, ouf, crier sur les toits, ma calculette ivre oublie sa science. Je m'endors épuisé et je plains le hamac, mon poids majestueux s'enlise dans un rêve, un alligator folle me poursuit à la fac, carthaginois, je lis couramment et sans trêve. Mais en douteriez-vous? Les langues, je connais. La porte geint, pourquoi? Mon époux dit Ondine, sursaut, frayeur vive, l'heure est grave, je sais, la nuit balaie un ciel d'ombre qui se chagrine. Voilà un exemple de poésie totalement contemporaine expérimentale que je laisse à votre méditation et à vos capacités de compréhension. Je n'irai pas plus loin. Troisième type de poésie humoristique, la poésie comique. Purement comique. Nous sommes là dans le domaine de la pure fantaisie. Il n'y a pas d'autre but pour l'auteur que d'amuser. Amuser le lecteur, toutefois par une construction qui se veut poétique, donc qui se veut soignée, qui se veut littéraire, mais le but est là, faire rire ou sourire. Alors je vous en donnerai un exemple avec un texte que j'aime beaucoup, quelques parties d'un texte que j'aime beaucoup, La protestation des animaux de Alain Sniers, qui est un texte relativement long où l'auteur fait venir sur scène les différentes espèces d'animaux qui, chacune, ont des revendications à présenter. Alors, en voici quelques exemples. Chez les canards, le syndicat des canards et palmipèdes associés déclare qu'aucun de leurs congénères n'est boiteux, ni de la patte droite, ni de la patte gauche. Les canards boiteux, s'ils existent, ne figurent pas dans leur espèce. Chez les poules, la représentante des poules, toutes basses-cours confondues, déclare avec courage et dignité qu'aucune d'entre elles n'est une poule mouillée. Ni l'eau, ni l'humidité ambiante ne nous touchent et nous rendraient lâches et sans résolution, ajoute avec fermeté la gallinacée offusquée. Chez les taupes, la sous-déléguée des taupes déclare qu'aucune taupe n'a été diagnostiquée myope. Elle reconnaît néanmoins que la nature ne les a pas dotées d'un œil de lynx, malgré une vue suffisante pour circuler dans une galerie sombre. Chez les cafards, le porte-parole des cafards français tient à préciser que son espèce n'est en aucun cas dépressive et se désolidarise totalement de tous ceux qui auraient des tendances cafardeuses. Chez les cochons, le porte-parole des cochons déclare avec véhémence qu'il n'y a pas que ses congénères qui soient cochons. Chez les poux, le poux rejette sans équivoque toute allusion désastreuse à sa supposée laideur. Il invite tous les honnêtes curieux
à découvrir sa beauté intérieure. Chez les ours, le correspondant des ours fustige tous ceux qui pensent que certains membres de sa famille seraient mal léchés. Pour lui, il s'agit d'une désastreuse campagne de dénigrement portée par ceux qui espèrent encore vendre leur peau avant de les avoir tués. Chez les chats, le porte-parole des chats tient à préciser que la nuit, tous les membres des différentes races de chats ne sont pas tous gris. Chaque famille de félidés revendique vigoureusement leur propre couleur de jour comme de nuit. Chez les vipères, la porte-parole semi-officielle des vipères s'élève contre tous ceux qui médisent par de méchantes paroles en empruntant abusivement la langue de leur espèce. Chez les anguilles, pour terminer, chez les anguilles, la correspondante locale des anguilles réfute vigoureusement l'assignation sous roche que certains font abusivement à son espèce. Elle revendique la mobilité. Voilà quelques exemples de ce texte que vous pourrez retrouver en totalité, si vous le désirez, dans un volume édité par les éditions Souffle de Montpellier, de la région de Montpellier, et qui s'intitule Bêtes et bestioles, volume où j'ai eu l'honneur et le plaisir de participer. Et donc, vous retrouverez ce texte de Alain Sniers, La protestation des animaux, dans ce volume paru il y a quelques 2 ou 3 ans. Alors, tous les auteurs ne sont pas d'accord pour allier l'humour et la poésie. Et là où nous parlons de poésie purement comique, où il s'agit de faire rire, simplement de faire rire ou sourire, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord. Et pour Tahar Ben Jelloun, par exemple, la poésie ne peut se permettre l'humour. Pourquoi? Parce que la poésie est cette, ouvrez les guillemets, cette magie qui brûle la pesanteur des mots, qui éveille les émotions et leur donne des couleurs nouvelles. Donc la poésie pour Tahar Ben Jelloun est tellement haut placée que le rire n'a rien à voir à cette hauteur. Pourtant, il faut bien reconnaître que les plus grands auteurs s'y sont essayés. Et par exemple, au XIXe siècle, Charles Cros. Le grand Charles Cros, qui est un homme tout à fait prolifique dans ses activités, c'est un poète, c'est un auteur, c'est aussi un ingénieur, c'est un inventeur. Et Charles Cros a écrit ce poème intitulé Le Harensort, qui fut très très célèbre en son temps, tellement célèbre que même des comédiens donnaient des indications sur la manière de le dire. Et ce texte, Le Harensort, a franchi les époques puisqu'il a ensuite envahi les écoles, a été appris en classe par des générations d'écoliers avant moi, parce que ma scolarité primaire est déjà assez loin, comme vous pouvez vous douter, en me voyant. Et donc, de mon temps, le Harensort ne faisait déjà plus partie du programme. Mais je suppose que ça a duré jusqu'autour des années 50, où on devait le retrouver dans certains manuels scolaires. Alors, je vous le donne. Le Harensort. Il était un grand mur, blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle haute, 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 et par terre, un harensort. Sec, sec, sec. Il vient, tenant dans ses mains sales, 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 un marteau lourd, un grand clou, pointu, 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 un peloton de ficelle, gros, gros, gros. Alors, il monte à l'échelle, haute, 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 et plante le clou pointu. Toc, toc,
toc, tout en haut du grand mur blanc, nu, nu, nu. Il laisse aller le marteau, qui tombe, qui tombe, qui tombe, attache au clou la ficelle, longue, 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 et au bout, le hareng sort sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, haute, 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 l'emporte avec le marteau, lourd, 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 et puis il s'en va ailleurs, loin, loin, loin. Et depuis, le hareng sort sec, 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 au bout de cette ficelle longue, 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 très lentement se balance toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire simple, 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 pour mettre en fureur les gens, graves, 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 et amuser les enfants, petits, petits, petits. Voilà donc ce fameux Hareng-sort de Charles Cros. Bien d'autres après lui se sont inscrits dans cette veine de la poésie humoristique de fantaisie. Et entre autres, un de mes poètes préférés, Jacques Prévert, qui dans son recueil Paroles, paru en 1946, écrivait « Il faut être poli avec la terre ». Et je vous en donne lecture parce que je trouve ces textes magnifiques. Il faut être très poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder, à toucher. Il faut les remercier, il ne faut pas les embêter, les critiquer. Ils savent ce qu'ils ont à faire, le soleil et la terre. Alors, il faut les laisser faire. Ou bien, ils sont capables de se fâcher, et puis après en échanger, en courge, en melon d'eau ou en pierre à briquet, et on est bien avancé. Le soleil est amoureux de la terre. La terre est amoureuse du soleil, ça les regarde, c'est leur affaire. Et quand il y a des éclipses, il n'est pas prudent ni discret de les regarder à travers de sales petits morceaux de verre fumé. Ils se disputent. C'est des histoires personnelles. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Parce que si on s'en mêle, on risque d'être changé en pomme de terre gelée ou en fer à friser. Le soleil aime la terre. La terre aime le soleil. C'est comme ça, le reste ne nous regarde pas. La terre aime le soleil et elle tourne pour se faire admirer. Et le soleil la trouve belle et il brille sur elle. Et quand il est fatigué, il va se coucher et la lune se lève. La lune, c'est l'ancienne amoureuse du soleil. Mais elle a été jalouse et elle a été punie, et elle est devenue toute froide, et elle sort seulement la nuit. Il faut aussi être très poli avec la lune, ou sans ça, elle peut vous rendre un peu fou, et elle peut aussi, si elle veut, vous changer en bonhomme de neige, en réverbère ou en bougie. En somme, pour résumer, 2 points, ouvrez les guillemets, il faut que tout le monde soit poli avec le monde, ou alors il y a des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, des paquets de mer, des coups de fusil, et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous dévorer les pieds pendant qu'on dort la nuit. Jacques Prévert n'aurait-il pas tout compris à ce que nous vivons actuellement ? Les poètes humoristes contemporains s'en prennent à tout. Tous les thèmes sont traités. La religion, la famille, le travail, la culture, l'humour, l'amour, sans pour autant se poser en tireurs d'alarme. Ce ne sont pas des veilleurs, ce sont des amuseurs. Tous les thèmes sont tirés en dérision, mais tout cela n'est prétexte qu'à sourire. Il existe même actuellement un prix spécial de l'humour
que l'on a appelé Prix spécial de l'humour Jean Lancelme. C'est un concours qui est organisé par un site de poésie sur Internet, le site Poésie en Liberté, que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet. Et donc, ce prix de l'humour a été dénommé Jean Lancelme en souvenir de cet auteur décédé en 2011, né en 1919, décédé en 2011, qui était un poète, auteur et amateur d'aphorismes. Il en a écrit deux vraiment de gratinés, tels que celui-ci. La course du guépard est superbe. C'est un spectacle inoubliable, mais fort rare, car généralement, on court devant. Ou bien il a écrit aussi « La poésie, on ne sait pas ce que c'est, mais on la reconnaît quand on la rencontre. » Jean Lancelme était passé maître dans l'art du calembour et il était spécialiste de ce qu'il appelait lui-même, passez-moi l'expression, le poème con. Il publia de nombreux recueils, dont par exemple La foire à la ferraille, Le riz de veau, ou parmi les derniers, Le riz au lait, riz R-I-S, hi, rire, ou bien un de ces derniers, Con comme la lune, paru en 2008. Alors, parmi les courts poèmes qu'il écrivait, je voudrais vous en donner deux, trois exemples pour vous rendre compte du style de cet auteur. Par exemple, l'art moderne. Un matin, alors que dans l'aube sereine tintinabulaient les clarines des troupeaux et que dans les brouillards naissants les feux des lucioles s'éteignaient dans le parfum des asphodèles, ma femme, en mettant le lit dehors, me dit « C'est fou comme tu transpires quand tu dors ». Autre exemple de la poésie de Jean Anselme, le disco-ball. C'est un jeu ou un sport nouveau appelé à un très grand succès, particulièrement dans les pays industriellement développés. Il consiste à jeter une pièce de monnaie, comme un petit disque, dans le chapeau que vous tend un pauvre, d'où son nom, le disque au bol. Tout lancer réussi permet aux gagnants d'emporter le contenu du chapeau, préalablement rempli des pièces n'ayant pas atteint leur but, pendant que le pauvre remercie le lanceur de son geste généreux. Alors Jean Anselme n'était jamais avare de conseils aux jeunes poètes, puisqu'il avait écrit un art poétique, un traité de construction poétique où il disait 20 fois sur le métier, dépolissez l'ouvrage. Un vers trop poli ne peut pas être honnête. Méfiez-vous des vers luisants. Faites du vers dépoli votre vers cathédrale. Un poème au pied beau ne peut être que bancal. Voilà quelques exemples de la poésie de Jean Lancelme. Alors, poésie et humour, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas d'accord sur l'alliance de ces deux mots et de ces deux thèmes. Et l'Alliance française à Toronto, Canada, a organisé en 2007 un grand débat tout à fait sérieux autour du bien fondé du ménage humour et poésie, en invitant des tenants du pour, des tenants du contre. Et pour certains auteurs, comme par exemple l'écrivain Pierre Léon, qui est un auteur de nombreux poèmes humoristiques. Pour Pierre Léon, l'humour vient surtout de la mise en forme, de la façon dont s'arrangent les mots. C'est la construction du poème, l'alliance des mots et des sons qui va donner l'impression humoristique et l'envie de sourire. Alors, je vous en donnerai un exemple d'un texte qui n'est pas de Pierre Léon, mais un texte d'un auteur contemporain qui s'appelle Mirage. Et ce texte s'intitule Le temps, la bête, la mouche là,
le temps de Tremblay. À l'étang de Tremblay était un temps têtu, tenace, téméraire, témoin traumatisé par l'ascension tardive d'un potentat zélé, un vieux despote âgé, le dit temps suspendu à l'heure de son vol, dans l'attente tranquille de l'attaque tactique fomentait l'attentat. Un panneau précisait « Touche pas au despote », mais dès les dés jetés, le pote allait tomber. Sous sa tente, tendue, le tyran taciturne, taraudé d'insomnie ténébreux, transpirait. Dans un vrombissement, sur un tango taquin, le temps attaqua tôt. En piqué et piqua. Ainsi, et dans la tente, le héros terrassa la terreur du terroir. Et dans la nuit obscure sombra le tyrannique. C'est depuis qu'à Tremblay, aux abords de l'étang, l'ombre d'une statue annonce le beau temps. Voilà un texte qu'on pourrait donner en cours de français pour être décrypté et pour en analyser toutes les conséquences. Donc, un exemple d'un texte humoristique par la construction et par le choix de l'alliance des mots. Pour d'autres auteurs présents à ce débat de Toronto, pour d'autres auteurs tels que Marc Lemire, qui est un poète canadien se qualifiant lui-même de poète électrique, je ne sais pas trop pourquoi, c'est dans l'interprétation que se trouve l'humour, c'est donc plus dans l'oralité que dans l'écriture. Alors, je vais vous en donner un exemple avec un texte qui n'est pas non plus de Marc Lemire, c'est un autre texte que j'ai trouvé peut-être plus exemplaire, Le braquage poétique, écrit par Félix Culpa. Et puisque ça vient de l'interprétation, j'espère que la mienne sera à la hauteur pour vous en faire ressentir tout l'humour. Le braquage poétique. Les vers en l'air, que personne ne rime. Arrêtez la prose et tout se passera bien. Faites sortir les quatrains et les alexandrins où le poème partira les pieds devant. Les sonnets, les pieds, les césures à l'hémistiche, ne bougez plus. Tous les vers, mettez les pieds en l'air. Que personne ne rime. Prose calmement ton vers bancal. Vous les verbes, restez à l'infinitif. Je vous dire que je ne le répétais pas deux fois. Les syllabes, éloignez-vous. Les consonnes et les voyelles, séparez-vous. Ceci n'est pas un plagiat, c'est un hold-up poétique. Abracadabracage. Nos revendications, on veut absolument intégrer un poème dont on ne maîtrise ni la langue ni l'art. Rendez-nous l'inspiration où nous descendrons un vers à chaque quatrain. Que dites-vous? Il n'y a aucune rime riche parmi vous. Tant pis pour vous. Pan, c'est la mort du poème. Alors pour en revenir à ce débat de Toronto, le linguiste et animateur du débat Claude Tatillon pensait que la poésie et l'humour ne vont pas systématiquement ensemble, car l'humour doit produire un effet immédiat quand la poésie laisse ouverte la question du sens. C'est vrai que la recherche du sens est quelque chose d'important en poésie et cette recherche n'est pas toujours couronnée de succès dans certains textes tels que celui que je vous ai lu un peu plus haut dans cette conférence. Pour de nombreux pédagogues, c'est par l'humour que le public viendra à la poésie. Le bac de français a eu comme sujet récemment la poésie qui ne se prend pas au sérieux est-elle encore de la poésie? Donc vous voyez que le débat reste totalement ouvert et rien n'est arrêté. Le thème d'ailleurs du Printemps des poètes en 2009 était humour et poésie. Et il faut bien sûr dans ce chapitre faire une petite place à l'humour noir. Alors l'humour noir c'est quand même particulier.
Pas énormément d'auteurs s'y sont frottés, c'est un petit peu difficile. Raymond Queneau, on le retrouve, on l'avait déjà rencontré tout à l'heure, on le retrouve. Raymond Queneau, le poète, le dramaturge, le romancier, qui fut aussi un mathématicien de grand talent, s'est illustré en humour noir avec un texte un peu rude, dont je voudrais vous donner lecture de quelques strophes. Je n'ai d'ailleurs pas. Oui, son titre, voilà, j'ai toujours du mal à retrouver son titre. Son titre, c'est L'instant fatal. Vous voyez, ça démarre bien. Quand nous pénétrerons la gueule de travers dans l'empire des morts, avec nos verrues, nos poux et nos cancers comme en ont tous les morts, lorsque, narines closes, on ira dans la terre rejoindre tous les morts, après dégustation de pompes funéraires qui aspergent les morts, quand la canine molle, on mordra la poussière que font les os des morts, des bouchons dans l'oreille et le bec dans la bière abreuvoir pour les morts, lorsque le corps bien là, fatigue médulaire qui esquinte les morts et le cerveau mité un peu genre gruyère, apanage des morts, quand le chose flétrit les machines précaires, guère baise les morts, et le dos tout voûté, la charpente angulaire, peu souple sont les morts, etc., etc., etc. C'est un texte assez long, je vous épargnerai la suite. Vous pourrez certainement, s'il vous intéresse, le retrouver partout. Et il termine, le texte se termine par ces 4 vers. Désireux d'oublier le vocable arbitraire qui désigne les morts, tu veux revivre enfin la mémoire plénière qui t'éloigne des morts, louable effort, juste tâche, conscience exemplaire dont sourient les morts, car toujours l'instant fatal viendra pour nous distraire. Voilà, c'est du Raymond Queneau. Et autre exemple d'humour noir, on ne va pas en donner beaucoup parce que ça casse un peu l'ambiance. Hein. Autre exemple d'humour noir, un texte de René Diller, une impro sur les orteils. Pourquoi pas? Quand j'entends le mot culture de champignons, ça me gratte aux orteils. Maman, pourquoi les orteils, est-ce qu'ils n'ont pas de pouce? Tais-toi et suce. Tu peux compter sur moi si sur tes 10 orteils, je le peux tout autant. L'homme, le seul animal qui sait qu'il va mourir et cache ses orteils. Être adulte, c'est dire adieu à mordre son orteil. Entre mes orteils, j'ai des champignons et ça profite à qui? Prendre un enfant par la main et pas par les orteils, dit l'ogre repenti. Un quatrain de 10 pieds, si je sais bien compter, ça fait 200 orteils. Les kangourous n'ont pas d'arête, ni les requins d'orteils. Voilà pour cette poésie comique qui n'a d'autre but que de faire rire ou sourire, pour en arriver à la poésie loufoque ou la poésie absurde. La littérature de l'absurde est loin d'être toujours humoristique ou comique. On en sait quelque chose, loin de là. Le sentiment d'absurde se manifeste dans la littérature à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire après les 2 guerres mondiales. L'absurde a été conceptualisé par Camus, Albert Camus. Elle est l'expression de l'impuissance de l'homme à trouver un sens à l'existence. Autant dire que ce n'est pas toujours joyeux. Camus l'a conceptualisé dans son livre Le mythe de Sisyphe. Il l'a repris dans L'étranger. Et après lui, c'est surtout le théâtre qui s'est emparé du style, de l'absurde, avec en particulier le théâtre de Ionesco ou de Beckett. En poésie,
et surtout en poésie humoristique, puisque c'est notre thème, l'absurde rejoint souvent le loufoque, le règne du sans queue ni tête, et les plus grands s'y sont frottés à ce style, comme par exemple Marcel Aimé, que l'on a qualifié pendant l'occupation d'admirateur du barbarisme et du loufoque patenté. Ou bien on peut citer Roland Dubillard aussi, qui y a plongé, le dramaturge, avec ses absurdes dialogues, courtes pièces de théâtre à l'humour décapant. Roland Dubillard qui fut poète, dramaturge bien sûr, mais aussi poète et même acteur pour Jean-Pierre Mocky. Vous voyez qu'on reste dans le même style. On peut citer aussi Alfred Jarry et son inénarrable Ubu-Roi, ou en plus contemporain, les créations théâtrales de Jérôme Savary ou de Jean-Michel Ribes. L'idée de départ du poème loufoque est souvent un jeu de mots, une association d'idées bizarres, et puis à partir de là, la fantaisie de l'auteur se débride sans limite. Ainsi, par exemple, le poème que je voudrais vous offrir, écrit par Rodepied. Rodepied est un poète discret, contemporain, discret, peu connu, mais qui n'est jamais avare de loufoquerie dans ses écrits. Et il a écrit un poème que j'aime bien, qui s'intitule « Mon chat Malo ». J'avais un chat tout rose, un chat marrant nommé Malo. Il picolait, et la cirrhose rendait tout mou mon chat Malo. Non, ce n'était pas un chat teint. Sa couleur était naturelle, et le rose lui allait bien comme il va aux joues des pucelles. Arlette trouvait mon chat beau, moi pas le sien, bien qu'il fût rose. Elle me traitait de chameau, de bon à rien, de pas grand-chose. Son allure était peu féline, bien qu'il ne fût point bilboqué. Il a, me disait ma cousine, une démarche chaloupée. Il partait souvent en cavale avec son pote, un chat pelé, sous les injures en rafale des grenouilles de bénitier. Un autre chat, gros comme un clou, créchant du côté de Montrouge, les rejoignait à pas de loup, un chat peuron tout à fait rouge. Il aimait bien faire le clown, juché sur le bord d'un pupitre au milieu de mon living room, et nous avions droit au chat-pitre. Des voyous l'ont pris en otage. Ils en voulaient à mon pognon. Ils ont envoyé ce message: si tu tiens à ton chat, rançon. Hélas, je n'avais pas d'oseille, et comme je n'ai pas payé, ils m'ont envoyé ses oreilles. C'est là que j'ai beaucoup pleuré. Pour les sauver de la poubelle, je les ai piquées au formol. Sur mon buffet, elles sont belles, bien calées dans un petit bol. Vous rigolez à perdre haleine, alors que je pleure à tout va. Vous me faites beaucoup de peine, je vais me soigner au calva. Dans le domaine du loufoque, mention particulière doit être accordée, bien sûr, à Pierre Dac et à Francis Blanche. Pierre Dac, qui débute comme humoriste, est prisonnier en Espagne au moment de sa fuite vers Londres durant l'occupation, et avant de devenir, une fois à Londres, la voix de la France libre sur la BBC. C'est durant sa captivité que, pour tromper son ennui, il se met à l'écriture de ses poèmes humoristiques et aussi d'autres totalement comiques qui ont fait sa célébrité jusqu'à nos jours, tels que ce soliloque à ma paillasse, écrit donc par Pierre Dac pendant son incarcération en Espagne. Lorsque je te contemple, ô couche sans éclat, si triste est ton aspect, de pile ou bien de face, que dans le vain désir de te voir moins à plat, je murmure à mi-voix: allons, ris donc, paillasse. Peut-être as-tu nourri la louable ambition, au temps de ta jeunesse obscurément lointaine, de devenir, suprême et stérile illusion, un beau jour matelas de pure et souple laine. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Ainsi te voilà donc, grandeur et décadence,
offrant à tout regard sur le sol cimenté le spectacle navrant de ta propre indigence. Alors, en un combat sans quartier ni merci, je m'allonge sur toi, m'y retourne et m'y vautre, puis, frottant au réveil mon corps endolori, lequel des dieux, lequel des deux, me dis-je, aura la peau de l'autre? Quand je m'endormirai plus tard dans un lit blanc, j'aurai pour t'évoquer des trésors d'indulgence, car je me souviendrai qu'il fallait de ton temps acheter le bonheur au prix de la souffrance. Francis Blanche, quant à lui, rencontre Pierre Dac à l'adolescence. Il en était un grand admirateur adolescent. Il le rencontre en 1947. Il deviendra par la suite son comparse de spectacle, mais il deviendra aussi un auteur suractif, enchaînant les chansons, les poèmes, l'écriture de sketchs, les émissions de radio, de télévision, le travail au cinéma, avec toujours ce grain de folie qui a fait son succès, associé à une écriture profondément sensible qui n'est pas toujours reconnue à son vrai niveau, sa loufoquerie ayant beaucoup plus marqué les esprits que son romantisme et sa sensibilité. Un petit exemple, une partie de son texte, de sa fable, Le robot et le cornard. Figurez-vous que par un beau matin de l'an 2981, un monsieur au cœur tendre venait soudain d'apprendre que sa maîtresse le trompait, et le pauvre se lamentait en contant son malheur à qui voulait l'entendre. À quoi sert, disait-il, que le temps soit vaincu? Il n'y a plus de chef de gare, mais il y a toujours des cocus. Il se retourna et, stupéfaction, vit à côté de lui un homme mécanique, un robot, puisqu'il faut l'appeler par son nom, qui le regardait avec compassion et lui dit tout à coup d'une voix métallique: Pauvres humains à l'âme trop sensible, si vous avez souffert et souffrirez encore, c'est que votre cœur est la cible où s'acharnent les coups du sort. Vous, monsieur, qui pleurez à cause d'une femme, pour qui l'amour est tourment, il suffirait simplement, pour éviter ces drames, que vous n'ayez plus d'âme. Ah, si comme moi vous étiez en acier, jamais d'amour ni de passion, donc jamais de complications, jamais trompé, jamais déçu, jamais cocu. Merci, répondit le cornard. C'est très gentil de votre part. Je ne vous en garde aucune rancune. Mais j'aime mieux mon infortune. La tranquillité, je m'en fiche. Une vie sans amour, c'est un bateau sans mât. Or, on ne peut ruiner que celui qui fut riche, et l'on ne peut tromper que celui qu'on aima. Le robot, honteux et confus, s'enfuit, et le cornard, oubliant chagrin et remords, jura que malgré tout, on l'y prendrait encore. Alors, arrivant bientôt à la fin de cet exposé, je vous dirai que représente pour vous le petit poème que je voudrais vous lire maintenant. Est-ce qu'il est satirique? Est-ce qu'il est burlesque? Est-ce qu'il est absurde? Est-ce qu'il est loufoque? Ce poème de Claude Boudet. Quelle idée de s'appeler Prévert, dit la vache. Quelle idée de s'appeler Verlaine, dit le mouton. Ma laine est blanche et n'a pas de vert. Vous croyez que c'est bien pour moi, s'exclame le bœuf, qu'un poète s'appelle Rutebeuf? Et moi, gémira le lombric, que l'on mette des vers partout, envers et contre tous les vers du monde. Le poète est bête, pense tout animal. Voilà, en guise de conclusion, je ne saurais terminer sans citer un auteur qui semble, à lui seul, réunir toutes les particularités de cet exposé sur l'humour en poésie. À la fois, il est satiriste de notre société, burlesque par le propos, absurde et loufoque dans le traitement de ses sujets, et surtout profondément et intensément comique. Je veux parler, bien sûr, de Raymond DeVos, qui, au-delà de l'humoriste, fut aussi un véritable poète. Un petit exemple. Je suis sévère, mais je suis juste. Hier soir, je rentre chez moi. Qu'est-ce que j'apprends? Que le chat avait mangé la pâtée du chien. Dehors le chat.
Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends? Que le chien avait mangé la côtelette de ma femme. Dehors, le chien. Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends? Que ma femme a mangé mon beefsteak. Dehors, la femme. Là-dessus, qu'est-ce que je découvre? Que le lait que j'avais bu le matin était celui d'un chat. Alors, j'ai fait rentrer tout le monde et je suis sorti. Sévère, mais juste. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que la poésie n'est pas synonyme d'ennui, mais si vous êtes resté jusqu'à la fin de cet exposé, c'est peut-être que vous en étiez déjà persuadé. En tout cas, merci pour votre attention. Continuez à lire de la poésie, continuez à écouter de la poésie, continuez peut-être à écrire des poèmes. La poésie, disait Jacques Prévert, c'est un des plus utiles surnoms de la vie. À bientôt.